Tant que votre enfant ne sait pas se moucher, il faut lui laver régulièrement le nez. Sinon, des sécrétions appelées crottes de nez apparaissent. Et voici ce qui peut arriver. Raphaël, tu peux retirer ton doigt dans le nez, s'il te plaît? Merci. Et oui, comme la plupart des enfants de son âge, Raphaël est un vrai rhinothylaxomane. C'est le nom scientifique des personnes qui ont la fâcheuse habitude de se mettre les doigts dans le nez. Et comme souvent chez les plus petits, Raphaël les mange. Ah, c'est bon la crotte de nez qui Ça me plaît moyen, mais bon. C'est un petit garçon de 4 ans, donc... Mais faut-il laisser nos enfants manger leurs crottes de nez? Pour le savoir, nous avons demandé à Raphaël de nous céder un de ses trésors. Hop, c'est fait. La sécrétion nasale fraîchement prélevée, direction l'université Pierre et Marie Curie. Dans ce laboratoire d'analyse électrochimique, nous allons voir une crotte de nez comme vous ne l'avez jamais vue. Donc ici on voit la crotte de nez du petit Raphaël, donc qui a été grossie 70 fois. Et en s'approchant encore un peu plus, on découvre plein de petites particules engluées sur la crotte de nez. Alors dans cette crotte de nez, beaucoup de choses ont été inhalées par le petit Raphaël. Des poils, des cheveux, des fibres, des particules de cendre, des poussières, des petits gravillons. Dans la crotte de nez de Raphaël, il y a donc de la poussière, des poils, de la cendre et des gravillons. Et quand on est citadin, on y trouve aussi des particules de diesel et même de goudron. Conclusion, mieux vaut ne pas grignoter ses crottes de nez. Alors, pour éviter cette vilaine manie, une seule solution, apprendre à votre enfant à se moucher. Voici 2 astuces amusantes qui habitueront vos enfants à souffler par le nez. Première astuce, pendant le bain, demandez à votre enfant de faire des bulles avec son nez. Et deuxième astuce, éteindre une bougie grâce au souffle de son nez. Mais j'arrive pas, c'est jamais arrivé. Oui. Bravo Raphaël! Votre enfant est maintenant capable de se moucher tout seul. Apprenez-lui ensuite à souffler dans un mouchoir en papier, narine par narine. Voilà, fini les doigts dans le nez, maintenant place au mouchoir. Pour Sabrina, maman de Valentin, 11 mois, depuis le début de l'hiver, c'est toujours la même histoire. Depuis septembre, en fait, il est tout le temps malade. Tout le temps, tout le temps. Le nez qui coule, de la toux, le nez bouché. Donc je sais pas si c'est grave, si je dois m'inquiéter plus que ça, mais c'est vraiment une galère en tout cas. Votre enfant a le nez encombré. Rien de grave. C'est ce qu'on appelle une rhinite quand c'est uniquement le nez ou une rhinopharyngite quand la gorge aussi est touchée. Cette infection virale est très fréquente chez les enfants qui attrapent chaque année 7 à 10 rhinites ou rhinopharyngites par an, contre 3 en moyenne pour les adultes. Mais pourquoi les enfants sont-ils plus touchés? Réponse avec le docteur Cohen, pédiatre et infectiologue. Les enfants sont beaucoup plus fréquemment touchés par les rhinopharyngites parce qu'ils sont immatures sur le plan immunitaire, ils ne savent pas encore très bien fabriquer des anticorps et surtout ils sont innocents, ça veut dire que les virus qui viennent les infecter, ils ne les connaissent pas encore. Mais pas de panique, ces maladies sont le plus souvent bénignes et même bénéfiques. Elles participent à la construction du système immunitaire du jeune enfant. À chaque fois qu'on rencontre un nouveau virus, on apprend à se défendre contre lui. Et quand on le rencontre une autre fois après, soit ce virus ne nous rend pas malade, soit nous donne une plus petite maladie, moins de symptômes que la première fois. Et c'est comme ça que le système immunitaire s'éduque. Alors si votre enfant est un habitué du nez qui coule, prenez votre mal en patience. Un enfant souvent enrhumé avant 3 ans le sera très rarement après ses 6 ans, car son système immunitaire sera plus réactif. Mais en attendant, le nez du petit Timéo, 4 mois, est bien bouché. Que faire? Avant 3 ans, un petit ne sait pas se moucher tout seul, il faut donc le faire à sa place. 2 techniques sont largement utilisées par les parents, le lavage nasal et le mouche-bébé. Mais quelles sont leurs différences? Réponse avec le docteur Isabelle de Godemar, otorhinolaryngologiste.
Un lavage nasal, c'est quand on met en fait un produit dans le nez qui permet d'évacuer toutes les sécrétions vers l'estomac, vers lequel elles sont détruites. Avec du sérum physiologique ou des produits dérivés de l'eau de mer, le lavage nasal pousse les mucosités vers l'arrière du nez. Le mouche-bébé, en revanche, les aspire par l'avant. Lequel de ces deux procédés est-il préférable? Le lavage nasal est plus efficace en fait que le mouche-bébé parce qu'il permet en fait de nettoyer, y compris la partie arrière des fosses nasales, là où souvent tendance à stagner les sécrétions qui après tombent sur le larynx, font tousser les enfants et propagent souvent l'infection. Donc, pour des mucosités fluides, préférez le lavage de nez, qui dégage bien et empêche le virus de se propager à la gorge. Le mouche-bébé, lui, remplace le mouchoir et élimine le mucus plus épais. On a un nez tout beau, tout propre. Voilà ce qu'il faut faire pour le nez de votre enfant, et ce jusqu'à l'âge de 3 ans, quand il saura se moucher tout seul. Plus de 9 enfants sur 10 ont un jour sucé leur pouce ou une tétine, et pratiquement tous ont eu un doudou. Pourquoi est-ce si important pour nos enfants? Y a-t-il un âge pour apprendre à s'en passer? Et quelles sont les conséquences d'un usage abusif sur leur développement? E = M6 vous dit tout. Quand Kathleen et Chloé, deux jeunes mamans, se retrouvent le mercredi après-midi, tout tourne autour de deux objets indispensables, le doudou de Clélia, 3 ans et demi, et la tétine de Joshua, 5 mois. Alors mon chat, la tétine, il la garde les 3/4 de la journée. Il la lâche pas et je pense que ça le déstresse. 80% des enfants de moins de 2 ans sucent une tétine et 13% leur pouce. D'où vient ce besoin de succion? Pour le savoir, direction l'hôpital Robert Debré à Paris. Hello, Miss Tinguette. Béatrice est née avec 1 mois d'avance et pourtant, regardez, elle a déjà un réflexe propre au nouveau-né. Elle tète le doigt qu'on lui tend. C'est un réflexe qui est totalement animal et primitif qui sert à obtenir une succion qui va permettre de se nourrir. C'est le réflexe de succion et ça commence même avant la naissance. Regardez sur cette échographie, ce bébé suce son pouce. Ce réflexe est inscrit dans l'archéocortex, une zone profonde du cerveau, et on le retrouve chez tous les mammifères. Quand on stimule le menton, elle ouvre la bouche et elle va chercher à attraper. Et ça, c'est ce qui permet au bébé d'aller chercher le sein. Et ça marche aussi avec une tétine. Quand on met la tétine, elle va ouvrir la bouche, hop, et elle attrape la tétine. Le réflexe de succion sert donc à se nourrir. Pourtant, en dehors des repas, la quasi-totalité des bébés tètent. À quoi cela leur sert-il? Réponse avec le pédopsychiatre Gilles-Marie Vallée. Au moment où le nourrisson tète, instantanément au niveau du cerveau, se produit une synthèse d'hormones qui sont la sérotonine ou la dopamine, qui sont des hormones du plaisir. Et donc le fait de sucer une tétine, même si c'est effectivement pas au moment de l'alimentation, va favoriser cette sensation de bien-être et d'apaisement. Mais y a-t-il des conséquences sur le développement des enfants? À Rouen, Valentine, 8 ans, a rendez-vous chez un orthodontiste. Je vais avoir un appareil parce que je suce mon pouce. Et oui, à la longue, sucer son pouce a un impact sur la mâchoire. Grâce à cette technique de pointe, le docteur modélise la bouche de Valentine en 3 dimensions. C'est bien plus précis que le moulage d'autrefois. Ça, c'était dents du haut. D'accord? Donc avec son pouce, elle a très légèrement appuyé sur sa mandibule et donc elle a entraîné un défaut de croissance de la mandibule. Et cette habitude a aussi eu des répercussions sur la mâchoire supérieure. Regardez sur cette image. On voit très bien que les dents du haut de Valentine sont beaucoup plus avancées que celles du bas. Avec une imprimante 3D, le dentiste obtient une représentation extrêmement fidèle de la dentition. Elle servira à fabriquer un appareil dentaire. Et avec une tétine, peut-il y avoir les mêmes problèmes sur les dents? Eh bien oui. Bonjour Elliot. Elliot, 8 ans, est obligé d'arrêter la tétine. Les du haut, ils sont trop avancés. Ceux du bas, non. Certes, la tétine exerce moins de pression que le pouce. Sauf que les enfants l'ont beaucoup plus souvent dans la bouche. Résultat, elle peut être tout aussi déformante. Quoi de neuf depuis la Autre conséquence néfaste du pouce et de la tétine. C'est vrai. À partir du moment où vous avez quelque chose entre les dents ne peuvent pas se fermer. Et donc, vous avez forcément un trou devant, avec les lèvres qui ne se ferment pas. Et là, il y a de l'air qui passe.
Donc finalement, c'est beaucoup plus simple de respirer par la bouche. Et respirer par la bouche, cela peut perturber le sommeil. Si votre enfant ronfle ou fait de l'apnée du sommeil, c'est donc peut-être à cause de sa tétine. Alors, à quel âge faut-il arrêter? Pour les spécialistes, les risques de déformation des dents arrivent à partir de 4 ans. Or, à cet âge, la moitié des enfants sucent encore leur pouce ou leur tétine. Donc, réduisez en douceur son utilisation dès l'âge de 1 an. Lorsque l'enfant commence à parler, par exemple, systématiquement, lui demander de poser la tétine quand il veut s'exprimer. De la même façon, si on peut considérer que pour l'endormissement, ça reste encore nécessaire, dans la nuit, évitez de lui remettre, parce que il dort, il en a vraiment pas besoin. Évitez d'utiliser la tétine pour le consoler. Vaut mieux préférer un câlin, pour éviter justement de renforcer encore ce lien de dépendance à la tétine. Et c'est pareil pour le pouce. À partir de 1 an, demandez à votre enfant de le laisser un peu tranquille. Penchons-nous maintenant sur le deuxième objet fétiche de nos enfants. Clélia aime par-dessus tout ce petit ourson tout mignon. Il s'appelle Doudou. Comme on l'a laissé dans le lit, avec tous les autres doudous, je sais pas comment ça s'est passé, mais au final, elle a choisi celui-là. Pour nombre de parents, le choix du doudou reste un mystère. Pourtant, il y a une explication. Le choix du doudou va se faire sur des critères essentiellement sensoriels, une texture, une consistance, une forme particulière, un parfum aussi singulier. Si la vue compte peu, ce qui importe, ce sont les sens du toucher et de l'odorat. Un nouveau-né peut reconnaître des odeurs dès ses premiers jours. Mais c'est vers 4 ou 5 mois qu'il va choisir son doudou. Son odeur est alors enregistrée. À chaque fois que le bébé la sentira, son cerveau lui enverra un signal de réconfort. Voilà pourquoi votre enfant est accro à son doudou, même s'il ressemble à un vieux chiffon. Vers 4 à 5 mois, c'est aussi le moment où il comprend qu'il est un individu bien distinct de ses parents. Le doudou va l'apaiser dans les moments de séparation, on parle d'objets transitionnels. Mais jusqu'à quel point les enfants sont-ils attachés à leur doudou? Pour le vérifier, nous avons fait un test. Sa couleur? Tu veux bien donner ton doudou à la dame? Merci. Nous créons une montagne de peluches et nous cachons l'ourson de Clélia à l'intérieur. Et regardez, Clélia n'a que faire de ses doudous flambant neufs. Elle n'a qu'une idée en tête, retrouver au plus vite le sien. Ouais. Mais pourquoi cet amour inconditionnel pour un seul objet bien particulier? C'est une peluche. L'enfant n'a besoin que d'un seul doudou, parce qu'il a besoin de retrouver à chaque fois les mêmes sensations, les mêmes perceptions, et c'est ce caractère justement immuable qui est en soi rassurant. Et comme le doudou est unique et ne doit jamais changer d'odeur, votre hantise est de le perdre ou de devoir le laver. Alors comment éviter les psychodrames? Premier conseil, l'acheter en plusieurs exemplaires et évidemment le faire tourner pour qu'il ait le même degré d'usure. Deuxième conseil, pensez à le laver régulièrement pour que l'enfant s'habitue à cette odeur de parfum frais plutôt que de vieux chiffon. On croit bien faire en repoussant l'échéance de la machine à laver alors que c'est l'inverse. On l'a lavé ce matin quand... En général, les enfants se détachent peu à peu de leur doudou vers 4 ans. Si ce n'est pas le cas, rusez. Dites-lui par exemple que doudou est fatigué et qu'il doit se reposer. Et ne le donnez à votre enfant que s'il le réclame. Vous l'avez compris, pouce, doudou, tétine sont bénéfiques pour vos enfants jusqu'à un certain âge. Et s'il est normal qu'ils y soient si attachés, ils doivent apprendre à s'en séparer pour mieux grandir. Il a l'œil qui pétille dès qu'il la voit. Elle ne parle que de lui à la maison. À l'école, ils se font des bisous, des caresses et se tiennent par la main. C'est sûr, ils sont amoureux. Alors, que penser des premiers amours? Que se passe-t-il dans la tête de vos enfants? Moi, je suis amoureuse de la maîtresse. Mon amoureux, c'est moi. Mon amoureux, c'est Lucie. Jusqu'à 3 ans, les plus petits, c'est bien connu, sont amoureux de leur maman. Mais à 4 ans, leur cœur s'ouvre, c'est le début de la vie amoureuse. Moi, je le vois dans mon niveau de petite et moyenne section mélangée. Il y a vraiment une distinction entre les deux. En petite section, ils ont plutôt tendance à dessiner leur maman. Quand ils parlent de leur amoureuse, c'est qu'ils sont clairement amoureux de leur maman. Ils veulent se marier avec elle. Et à partir de 4 ans, en moyenne section, petit à petit, ils se détachent de leur maman. Et ils ont tendance à aller vers les autres enfants de leur âge.
La deuxième année de maternelle, c'est l'année où les premiers couples apparaissent. Alors, surtout pas d'inquiétude si vos enfants parlent déjà de mariage. J'ai envie de marier avec Audrey. Faut que je la revoie pour voir ses cheveux, comment ils sont. Mais toujours, elle met sa capuche et je peux pas voir. Ses lunettes, elles sont bleues. J'adore le bleu. Certains vont avoir vraiment envie de le crier sur les toits et d'autres vont vivre leur amour caché derrière une petite cabane dans la cour de récréation. Ça dépend vraiment des enfants. Moi, je suis amoureuse de Victoire. Victoire et Adrien forment un vrai petit couple. Et comme les enfants sont beaucoup plus tactiles que les adultes, la sortie de l'école commence toujours par un câlin. Une histoire qui dure depuis 4 ans déjà. Du coup, les deux mamans sont devenues amies et suivent l'histoire d'amour qui grandit entre leurs 2 enfants. Victoire, elle rentre dans la période de petite fille princesse. Donc, en fait, Adrien, c'est son prince charmant. Nous sommes allés voir la princesse et la grenouille. Donc, elle veut transformer Adrien en crapaud. Tu aimerais que je t'embrasse, hein? J'avoue qu'un baiser me conviendrait. Je lui ai expliqué que c'était pas possible de se marier avec son papa. Donc, voilà, elle veut se marier avec Adrien. On commence à avoir des petits moments croustillants. Et où on ne sait pas forcément comment trop réagir. T'avais mis ta jolie robe aujourd'hui pour venir chez Adrien? Oui. Et qu'est-ce qu'on a mis d'autre pour venir chez Adrien? Un soutien-gorge. C'est vraiment l'émotion avec laquelle il peut en parler à certains moments. On a l'impression que c'est quelque chose d'hyper intense. Et réagir face à ce côté très intense. Et puis en même temps... 3 minutes après, il va parler d'autre chose. Il est vrai que certains de leurs comportements peuvent parfois désarçonner les adultes. Victoire. Des bagues? Il a trouvé? Il la prête. Merci, il est rose. Pour les parents, pas toujours évident de savoir s'il faut encourager ou au contraire ignorer ses premiers émois. Béatrice Copper-Royer, pédopsychiatre spécialiste de l'amour chez les petits, conseille tout d'abord de ne pas dramatiser. Il ne faut pas projeter des émotions d'adultes sur ce que ressentent des enfants de 4-5 ans, parce que ça n'a rien à voir. Les enfants vivent dans le présent. Les histoires d'amour enfantines changent souvent. Et certains événements dans la vie des plus petits peuvent déclencher ces nouveaux sentiments. Par exemple, un petit garçon qui a un petit frère, qui peut être un peu jaloux, un peu énervé, etc. Il va pouvoir témoigner de son affection, de sa tendresse, d'émois comme ça, beaucoup plus sympathiques, à une petite fille, et ça va le rendre un peu, il va se sentir un peu meilleur. Mais qui dit amour, dit aussi risque de chagrin d'amour. Face à ces enfants qui ressentent des émotions aussi fortes, les parents doivent-ils s'inquiéter? Comment expliquer si l'enfant, si Victoire me dit « Ah maman, je suis très triste, Adrien veut pas me voir ». Les enfants, ils sont dans le présent. Donc, un chagrin d'amour dans votre tête d'adulte, ça peut durer longtemps. Ça peut durer très longtemps, c'est horrible. Mais au niveau d'un enfant qui est tellement dans le présent, il peut avoir un énorme chagrin d'amour mercredi, et puis jeudi, ça sera terminé. Et pour ceux qui collectionnent les conquêtes dès le plus jeune âge, c'est une simple question de personnalité. À 4 ans ou à 40, il y a des enfants qui vont avoir plus de séduction que d'autres et puis qui vont plus aimer séduire. Et je crois que c'est quelque chose, alors pour le coup, qui vont peut-être garder ça. En revanche, pas de panique si votre enfant n'a pas d'amour au tout petit, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Il se rattrapera certainement à l'adolescence.